Au-delà du cercle polaire arctique, là où les montagnes de l'Alaska rencontrent la toundra infinie, des gens disparaissent, pas comme dans les villes où on peut se cacher, partir et commencer une nouvelle vie. Ici, ils disparaissent, on est pour de vrai, sans laisser de traces, complètement. Le 22 juillet 1988, une famille de 4 personnes a quitté sa tente dans le parc national de Denali. Pieds leurs nus, s'est placé dans un cercle formé de 37 pierres et s'est dirigé vers le nord. Personne ne sait pourquoi. Les 2 enfants sont revenus 36 heures plus tard avec des marques circulaires sur les poignets que la science ne peut expliquer. Les parents ont disparu en plein milieu du chemin. Leurs traces s'arrêtaient mais tout simplement dans la toundra, comme s'ils s'étaient évaporés. Le 18 octobre 1980 d'Art 13, un garde forestier et un pilote ont décollé pour une patrouille vers les portes de l'Arctique. La dernière communication a eu lieu à 14 heures. Tout était normal. 20 beaux mois plus tard, des touristes ont retrouvé leur avion intact à 230 miles de sa trajectoire, dans une vallée où l'atterrissage est physiquement impossible. C'est l'une des 16 000 disparitions dans une région connue sous le nom de Triangle de l'Alaska. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce qui se passe dans les régions sauvages reculées et pourquoi la science ne peut pas expliquer ces disparitions. Le 22 juillet 1988, vers 9 heures du matin, les gardes forestiers du parc national de Denali, en Alaska, ont reçu un rapport faisant état d'une étrange découverte au camping de Savage River. Une famille, avec 2 enfants, avait disparu de sa tente pendant la nuit, laissant toutes ses affaires personnelles et une structure inexplicable sur le sol à l'extérieur. Quand les premiers sauveteurs sont arrivés sur place, ils ont trouvé la tente grande ouverte. À l'intérieur, il y avait 4 sacs de couchage, des sacs à dos, des vêtements, des provisions, des documents, de l'argent et des clés de voiture. Sur un réchaud portable, à l'entrée, il y avait un bol de porridge à moitié cuit, refroidi depuis longtemps. 4 paires de chaussures, 2 pour adultes et 2 pour enfants, étaient alignés à l'entrée. Il n'y avait aucun signe de lutte, de panique ou de départ précipité. La tente semblait avoir été abandonnée par ses occupants, qui avaient simplement décidé de se lever et de partir avec l'intention de revenir quelques 2 minutes plus tard. Sur le sol, à 3 mètres de la tente, se trouvait un cercle parfait de pierres d'environ 2,5 mètres de diamètre. 37 pierres, chacune de la taille d'un poing, étaient disposées avec une précision mathématique. La distance entre les pierres était parfaitement uniforme. La première chose que les enquêteurs ont remarqué, c'est que ces pierres avaient été apportées ici. Les affleurements rocheux les plus proches étaient à environ 100 mètres et le sol environnant n'était composé que de mousse et de végétation de toundra. À l'intérieur du cercle, sur le sol humide, 4 séries d'empreintes de pieds nus étaient visibles. 2 adultes, 2 enfants. Les empreintes étaient morphées, profondes et nettes, indiquant que les personnes étaient restées immobiles pendant longtemps. Les 4 paires d'empreintes étaient orientées strictement vers le nord. Elles étaient alignées à égale distance les unes des autres, tournées dans la même direction, comme si elles avaient reçu un ordre. Une traînée continue d'empreintes de pieds nus partait du cercle et se dirigeait vers le nord à travers la toundra ouverte. La famille s'était enregistrée au camping la veille. 39, 37, 10 et 8 ans. Un ingénieur d'encorage avec sa femme et ses 2 enfants. Leur premier voyage ensemble était dans un parc national. D'après les registres d'enregistrement, ils avaient prévu de passer 3 nuits au camping et n'avaient demandé aucun permis pour des randonnées de longue distance. La famille avait prévu de rester sur les itinéraires du touristique avec accès aux commodités de base.
Des témoins des tentes voisines les ont vus le soir du 21 juillet. Ils ont discuté vers 19h. La famille était de bonne humeur. Les enfants étaient excités et les parents étaient calmes. Le père a mentionné son intention de se lever tôt pour regarder le lever du soleil. Il n'y avait aucun signe d'anxiété ou d'intention de quitter le camping pendant la nuit. Les voisins se sont couchés vers 22h. Ils n'ont entendu aucun bruit inhabituel pendant la nuit. Ni cris, ni voix, ni bruit de circulation. Le matin du 22 juillet, vers 6h30, les visiteurs ont remarqué que la tente semblait étrangement silencieuse. Aucun bruit d'enfants, aucune activité. À 8h du matin, ils ont décidé d'aller vérifier. Ils ont trouvé la tente ouverte, toutes les affaires à l'intérieur, mais personne. Et un cercle de pierre qui n'était certainement pas là la veille au soir. Une équipe de recherche composée de 6 personnes a commencé à suivre la piste à 11h30. Les conditions météorologiques étaient assez favorables. Ciel dégagé, 15 degrés Celsius, vent faible. La piste menait strictement vers le nord à travers la toundra, recouverte de végétation basse et de mousse. Le sol était suffisamment mou pour conserver les empreintes de pieds nus nus. 4 personnes marchant en file indienne. Le plus étrange, c'est que la piste était complètement droite. Aucune déviation, aucun zigzag, aucun arrêt. Juste une ligne droite continue vers le nord. La piste traversait des zones rocheuses escarpées, des buissons épineux et des ruisseaux froids. Rien n'indiquait que la famille avait essayé de trouver un chemin plus facile ou d'éviter les obstacles. Ils marchaient simplement tout droit, quel que soit le terrain. Les gens, surtout les enfants pieds nus, qui marchent sur la toundra rocheuse, choisissent généralement le chemin le plus facile. Ils s'arrêtent quand ça fait mal. Ils contournent les obstacles. Mais ces traces ne montraient aucune hésitation. Des pisteurs expérimentés ont plus tard décrit ce schéma comme mécanique ou match programmé, comme si la famille marchait vers un point précis le long d'un itinéraire prédéterminé, ignorant l'inconfort physique et les instincts naturels de préservation. Après environ 3 km, la piste traversait un ruisseau d'environ 2 mètres de large. L'eau était froide, environ 5 degrés Celsius, et arrivait à la hauteur des genoux. Les empreintes montraient que les 4 avaient marché directement dans l'eau et étaient ressortis de l'autre côté, continuant dans la même direction. Aucun parent raisonnable n'aurait fait traverser à des enfants en bas âge pieds nus une eau glacée, alors qu'il y avait un gué rocheux évident à 50 mètres en amont. À environ 5 km du campement, les traces se sont séparées. Les 2 empreintes d'adultes ont continué vers le nord. Les 2 empreintes d'enfants ont tourné brusquement vers l'est, presque à angle droit. Le point de séparation ne montrait aucun signe de lutte, de confusion ou d'adieu. Les traces se sont simplement séparées, comme si c'était prévu. L'équipe de recherche s'est divisée. 3 personnes ont suivi les adultes, 3 autres ont suivi les enfants. Le groupe qui suivait les traces des adultes parcourut encore 8 km. La piste restait parfaitement droite, à travers un terrain de plus en plus difficile. Montée raide, zone rocheuse, fourrée dense. À un moment donné, les empreintes menaient à une pente d'environ 40 degrés, recouverte de pierres instables. Des pieds nus auraient dû glisser et laisser des traces de chute. Mais les empreintes étaient aussi régulières que sur un sol plat. À environ 8 miles du campement, la piste s'est soudainement arrêtée. Les 2 dernières empreintes, gauche et droite, étaient mi-ortonnettes et les profondes, dans une zone de mousse molle. Rien au-delà. L'équipe a fouillé la zone dans un rayon de 330 pieds. Aucune autre trace, aucun signe de changement de direction, aucune pierre sur laquelle sauter. La piste s'est simplement arrêtée au milieu d'une marche, comme si 2 adultes s'étaient évaporés dans les airs. Pendant ce temps, le groupe qui suivait les traces des enfants a trouvé des signes plus encourageants.
les empreintes d'un garçon de 10 ans et d'une fille de 8 ans menaient vers l'est sur environ 10 km. La piste montrait des signes de fatigue. Les pas devenaient plus courts, les empreintes plus profondes. À plusieurs endroits, il y avait des traces de glissade et de trébuchement. C'était un schéma de déplacement plus humain, plus compréhensible. Vers 15 heures, 8 heures après le début des recherches, un hélicoptère de la police d'État de l'Alaska a été appelé en renfort. À 16h25, le pilote a signalé un contact visuel. 2 petits objets sous un arbre isolé, à environ 22 km du campement. L'équipe au sol a rejoint les enfants à 17h10. Le garçon et la fille étaient assis, adossés au tronc d'un épicéa nain, les genoux serrés contre eux. Ils portaient, tous les deux, les mêmes vêtements que la veille. Des t-shirts, des shorts, sans chaussures. Leurs pieds étaient couverts de coupures, d'écorchures et d'ampoules. Leurs ongles étaient partiellement arrachés. La plante de leurs pieds était gravement endommagée. Les enfants étaient déshydratés et émaciés, mais conscients. Ce qui a tout de suite attiré l'attention, c'était les marques sur leurs poignets. À l'intérieur du poignet de chaque enfant, il y avait 3 marques parfaitement rondes, d'environ 5 cm de diamètre, disposées en triangle. Elles étaient légèrement surélevées et roses, comme une brûlure légère. Les bords étaient parfaitement réguliers, comme s'ils avaient été estampillés. Les marques n'étaient pas douloureuses, mais elles semblaient récentes. Les sauveteurs ont pris des photos des marques, puis ont évacué les enfants par hélicoptère vers l'hôpital de Fairbanks. Les enfants n'ont pas parlé pendant le sauvetage. Ils regardaient dans le vide, sans montrer aucune émotion, sans poser de questions sur leurs parents et sans pleurer. Ils étaient complètement détachés. À l'hôpital, un pédiatre et un dermatologue ont fait un examen complet. Physiquement, à part des blessures aux jambes et de la déshydratation, les enfants étaient dans un état satisfaisant. Il n'y avait aucun signe de maltraitance ou de famine prolongée. Vu qu'ils avaient marché au moins 22 km pieds nus à travers la toundra arctique en 36 heures, leur état général était étonnamment bon. Le dermatologue a fait une analyse détaillée des marques sur leurs poignets. Elles ne correspondaient à aucune maladie de peau connue, réaction allergique, piqûre d'insectes ou blessure causée par une plante. Les bords étaient ronds, trop géométriquement précis pour être naturels. On a pensé à des brûlures chimiques, mais aucune nécrose tissulaire n'a été observée. On a pensé à la pression exercée par des sangles, mais les marques étaient circulaires et non linéaires. Une biopsie a été effectuée. L'analyse a révélé une légère inflammation et une augmentation du flux de sanguin correspondant à une irritation récente, mais sans signe spécifique d'une cause. Dans le rapport médical, le dermatologue a écrit « L'étiologie n'est pas claire. Elle ne correspond à aucun type de blessure connue en 28 ans de pratique. La taille, la forme et la symétrie indiquent donc l'utilisation d'un dispositif quelconque, mais je ne peux pas identifier de quoi il s'agit. Un psychologue pour enfants a fait une évaluation psychologique le lendemain. Les enfants ont pu répondre à des questions basiques sur eux-mêmes. Mais quand on leur a posé des questions sur les événements de ce matin-là, ils ont tous les deux montré une amnésie totale. Ils ne se souvenaient pas d'avoir quitté la tente, d'avoir marché pieds nus, d'avoir quitté leurs parents ou d'être arrivés à l'arbre. Leur dernier souvenir clair était le dîner du 21 juillet, suivi de leur endormissement dans leur sac de couchage. Leur souvenir suivant était leur réveil sous l'arbre, entouré de sauveteurs. La fille a mentionné des images fragmentaires, lumière blanche, main froide, voix sans parole, mais n'a pas pu former un récit cohérent. Interrogés sur leurs parents, les 2 enfants sont devenus émotionnellement distants, répondant d'une voix monotone « On ne sait pas » et « On ne se souvient pas ». Le diagnostic était une amnésie dissociative,
un mécanisme de défense dans lequel l'esprit bloque les souvenirs trop traumatisants pour être traités consciemment. La recherche des parents s'est transformée en une opération à grande échelle. Le 24 juillet, 45 personnes participaient aux recherches, gardes forestiers, bénévoles, pisteurs et spécialistes accompagnés de chiens. 2 hélicoptères effectuaient en route des reconnaissances aériennes. Des chiens de recherche ont été amenés à l'endroit où la piste s'arrêtait, mais ils n'ont pas pu détecter d'odeur au-delà des dernières empreintes. Les recherches se sont poursuivies à un rythme effréné pendant 2 semaines, puis à une échelle plus réduite pendant 6 semaines supplémentaires. À la fin du mois d'août, les équipes avaient fouillé environ 118 miles carrés. Des caméras thermiques ont été utilisées et des plongeurs ont inspecté les rivières et les lacs dans un rayon de 12 miles. Aucune trace des 2 adultes n'a été trouvée. Pas de corps, pas de vêtements, pas d'effets personnels, pas d'autres indices. Un rapport officiel des Alaska State Troopers et du National Park Service, publié en octobre 1988, a reconnu des éléments inexpliqués. Un cercle de pierre, la rectitude des traces, la disparition soudaine des empreintes des adultes et des marques sur les poignets des enfants. Conclusion, disparition dans des circonstances inconnues. Les enfants ont été confiés à des proches à Portland, dans l'Oregon. Ils ont suivi une thérapie pendant plusieurs années. L'amnésie a persisté. Les tentatives d'hypnose en 2002 n'ont pas permis de leur rendre la mémoire. Les 2 enfants ont grandi, ont obtenu leur diplôme, ont mené une vie relativement normale, mais ne sont jamais retournés en Alaska et ont évité la randonnée. L'affaire a été intégrée au phénomène de Triangle de l'Alaska, une région située entre Juneau, Anchorage et Barrow, où plus de 16 000 disparitions ont été recensées depuis 1980. Beaucoup ont une explication: conditions météorologiques, animaux, accidents. Mais une partie des cas comporte des éléments qui défient toute explication simple. Un cercle de pierre, des marques sur les poignets, des empreintes de pas qui s'arrêtent à mi-chemin, tout ça reste inexpliqué. L'affaire est toujours en cours. Les parents sont portés disparus. Leurs enfants, maintenant adultes, restent silencieux sur cet été où ils sont partis tous les 4 pieds nus dans la toundra, marchant strictement vers le nord, comme s'ils avaient reçu un ordre, et où seuls 2 d'entre eux sont revenus, avec des marques sur les poignets que la science ne peut expliquer, et un vide dans leur mémoire que les souvenirs refusent de combler. Le 18 octobre 1993, la garde forestière Jennifer Holt, 34 ans, et le pilote Tom Reeves, 52 ans, ont disparu pendant un vol de patrouille au-dessus du parc national Gates of the Arctic en Alaska. Leur avion a été retrouvé le 22 juin 1995, 20 mois après leur disparition, à un endroit qui ne correspondait ni à leur itinéraire, ni à leurs dernières coordonnées, ni à la logique d'un atterrissage d'urgence. Les corps du pilote et de la garde forestière n'ont jamais été retrouvés. Le parc national Gates of the Arctic est situé au-dessus du cercle arctique, dans le nord de l'Alaska. Il s'étend sur plus de 8 millions d'acres et est le 2e plus grand parc national des États. États-Unis, c'est une région complètement sauvage, sans route, sentiers, camping, ni aucune infrastructure. La chaîne de montagnes Brooks traverse le parc d'est en ouest, formant une succession infinie de sommets, de vallées, de glaciers et de plateaux de toundra. Le climat y est de rude. Les hivers durent 8 mois, avec des températures pouvant atteindre moins 50 degrés Celsius. Les étés sont courts et frais, et le temps peut changer en quelques minutes. L'accès au parc n'est possible que par avion ou à pied.
après avoir traversé des dizaines de kilomètres de toundra sauvage. Les avions légers sont le seul moyen pratique de patrouiller une zone aussi vaste. Les gardes forestiers effectuent régulièrement des survols pour surveiller la faune, évaluer les conditions du terrain, repérer les activités illégales et rechercher d'éventuels incidents impliquant les rares touristes qui s'aventurent dans la région. Jennifer Holt a bossé comme garde forestière à Gates of the Arctic pendant plusieurs années. Elle faisait partie d'une petite équipe de personnel du parc basée dans les postes administratifs des villages de Bettles et d'Anaktuvuk Pass, à la périphérie du parc. Ce boulot demandait de l'endurance physique, la capacité de survivre dans des conditions extrêmes et une bonne résistance psychologique à l'isolement. Jennifer participait régulièrement à des vols de patrouille, connaissait le territoire et comprenait des risques. Tom Reeves était un pilote expérimenté, avec 25 ans d'expérience de vol en Alaska. Piloter un avion léger en Alaska est l'une des spécialisations les plus difficiles de l'aviation. Météo imprévisible, absence d'aéroport ou de pistes sur des centaines de kilomètres, terrain montagneux, vent violent, brouillard, tout ça demande des compétences et un sang-froid exceptionnel. Tom pilotait un Cessna, le type d'avion léger le plus courant en Alaska, capable d'atterrir sur de courtes pistes en terre et de résister à des conditions difficiles. Le 18 octobre, c'est la fin de l'automne, au-dessus du cercle polaire arctique. Les journées sont déjà courtes, environ 6 à 8 heures. La température de l'air est inférieure à 0 degré Celsius, avec des risques de chute de neige et de blizzard. Jennifer et Tom ont décollé le matin pour inspecter une zone reculée du parc. L'itinéraire exact n'est pas précisé dans les sources disponibles, mais les vols de patrouille suivent généralement les vallées, vérifient l'état des rivières et inspectent les zones où des braconniers ou des touristes pourraient être actifs. Vers 14 heures, Tom a contacté la base par radio. Il a donné ses coordonnées. L'emplacement exact n'était pas révélé, mais l'avion se trouvait dans la zone prévue par l'itinéraire. La voix de Tom était calme. Il n'a signalé aucun problème avec l'avion, aucune intempérie, ni aucun changement de cap nécessaire. C'était une communication normale et prévue. Ce fut le dernier contact. L'avion devait rentrer à la base dans la soirée. Comme il n'est pas apparu et n'a pas donné de nouvelles, l'alerte a été donnée. Les recherches ont commencé tout de suite. En Alaska, un retard peut être fatal. Si l'avion a fait un atterrissage d'urgence et que les gens ont survécu, chaque heure compte. Dès les températures inférieures à 0 degré Celsius, pas d'abri, des animaux sauvages, les grizzlies sont encore actifs en octobre avant l'hibernation, des loups et le risque de blessures dû à un atterrissage brutal. Les recherches ont été super importantes. 12 avions ont été mobilisés, y compris des pilotes privés travaillant dans la région qui se sont portés volontaires pour participer aux recherches, ainsi que des ressources aériennes, officielles, du service des parcs et d'autres agences. Un hélicoptère de la garde côtière a été utilisé, capable de survoler des terrains difficiles et de planer au-dessus de vallées étroites. Les recherches ont couvert des centaines de kilomètres carrés à partir des dernières coordonnées connues. Ils ont inspecté les vallées où l'avion aurait pu effectuer un atterrissage d'urgence. Ils ont cherché des débris sur les pentes, au cas où l'avion aurait percuté une montagne dans des conditions de mauvaise visibilité. Ils ont recherché des signaux de fumée, des vêtements de couleur vive ou des débris d'avion, ainsi que des reflets du soleil sur du métal. L'opération a duré 3 semaines. Octobre a laissé place à novembre. Les heures de clarté ont été réduites à 3 ou 4 heures et les chutes de neige sont devenues plus intenses. Les conditions de vol se sont détériorées. À la fin de la 3e semaine, il est devenu évident que si Jennifer et Tom avaient survécu à l'atterrissage, ils n'auraient pas pu survivre aussi longtemps dans de telles conditions sans abri
ni provisions. Les recherches ont été interrompues. Officiellement, l'avion et les 2 personnes à bord ont été déclarés disparus, présumés morts à la suite d'un accident d'avion dans une zone reculée du parc. Les corps n'ont pas été retrouvés en raison de l'immensité du territoire et de la complexité du terrain. L'hiver a recouvert le parc de neige, rendant toute poursuite des recherches impossible jusqu'au printemps. Le 22 juin 1995, 20 mois après la disparition, un groupe de touristes a découvert l'épave d'un avion Cessna dans une vallée étroite à 3400 pieds d'altitude. Ces touristes faisaient une randonnée dans une zone reculée du parc, ce qui est alors rare en soi, car la plupart des visiteurs de Gates of the Arctic se limitent à quelques jours dans les parties plus accessibles du parc. Ce groupe faisait une longue randonnée et est tombé par hasard sur l'avion. La découverte a eu lieu à 370 km à l'ouest des dernières zones coordonnées transmises par Tom. 230 miles, c'est une direction complètement différente. Si l'avion se trouvait au point A à 14 heures, comment s'est-il retrouvé au point B, situé à 230 miles dans la direction opposée à l'itinéraire prévu, avec une vitesse de croisière moyenne d'environ 130 à 150 miles par heure? Un vol de 230 miles prendrait environ 1 heure et demie à 2 heures. Si le dernier contact a eu lieu à 14 heures, l'avion aurait théoriquement pu atteindre l'endroit où il a été retrouvé entre 16h et 17h. Mais pourquoi? Pourquoi Tom a-t-il brusquement changé de cap, volé dans la direction opposée, et ne l'a-t-il pas signalé par radio? L'avion gisait dans une vallée étroite entourée de versants montagneux. Le fuselage était presque intact. Il n'y avait aucun signe d'impact violent avec le sol. La partie avant n'était pas froissée. La queue n'était pas arrachée et le fuselage n'était pas coupé en 2. Les ailes étaient toujours attachées et n'avaient ni pas été arrachées lors de l'impact. Le train d'atterrissage était sorti en position d'atterrissage. La scène ne ressemblait pas à un accident d'avion classique. Lorsqu'un avion s'écrase ou heurte une pente à grande vitesse, il est détruit. Les débris sont dispersés sur une grande surface, le fuselage est déchiqueté, les ailes sont arrachées et le moteur est arraché de ses fixations. Ici, l'avion semblait avoir été posé avec soin sur le sol, mais la vallée où se trouvait l'avion n'était pas adaptée à un atterrissage. Elle était étroite, accidentée, avec des rochers et de la végétation. Il n'y avait aucune surface plane suffisamment grande pour permettre un atterrissage en toute sécurité, même en cas d'urgence. Un pilote expérimenté comme Tom savait qu'essayer d'atterrir ici entraînerait la destruction de l'avion. Pourtant, l'avion était intact. Il n'y avait personne dans la cabine, aucun corps, aucun signe indiquant que Jennifer et Tom avaient quitté l'avion après l'atterrissage. Leurs effets personnels et l'équipement qu'ils auraient pu avoir avec eux. On ne sait pas s'ils ont été retrouvés ou s'ils ont tous disparu. Le tableau de bord du cockpit était détruit de l'intérieur. Les cadrans en verre étaient ronds cassés. Les éléments métalliques étaient camés tordus et les interrupteurs étaient cassés. La nature des dégâts indiquait des coups portés depuis l'intérieur du cockpit, comme si quelqu'un avait frappé le tableau de bord avec ses poings ou un objet quelconque. Il y avait des taches de sang séchées sur le tableau de bord. L'analyse médico-légale a déterminé que le sang appartenait à Jennifer Holt. Le groupe sanguin et l'analyse ADN ont confirmé l'identification. Il n'y avait pas beaucoup de sang, juste quelques gouttes et des traces, mais c'était suffisant pour l'analyse. L'enquête a tenté de reconstituer les événements. Une analyse du terrain dans un rayon de 160 km autour du lieu de l'accident n'a révélé aucune surface plane à une altitude de 2700 mètres, ou plus pouvant convenir à un atterrissage d'urgence d'un avion léger. La vallée où se trouvait le Cessna était à 1000 mètres d'altitude.
mais elle n'était pas adaptée à un atterrissage. Les pilotes expérimentés consultés n'ont pas pu expliquer comment l'avion s'était retrouvé dans cet état à cet endroit. Si un problème technique ou les conditions météo avaient forcé Tom à chercher un endroit pour faire un atterrissage d'urgence, il aurait choisi une vallée plus large, un lit de rivière ou une partie de toundra. Une vallée étroite et rocheuse est un choix suicidaire. Si l'avion s'était écrasé à cause d'une panne moteur, d'une perte de contrôle ou d'une collision avec une montagne par mauvaise visibilité, il n'aurait pas pu rester intact. Les lois de la physique ne permettent pas à un avion, même à une altitude relativement basse, d'atterrir intact avec son train d'atterrissage sorti et ses ailes attachées. L'hypothèse selon laquelle quelqu'un aurait déplacé l'avion après l'accident n'est pas réaliste. Un Cessna pèse environ 1,5 tonnes. Il n'y a pas de route, pas d'équipement capable de transporter un avion sur 370 km de terrain montagneux. Il n'y a pas de mobile. Le tableau de bord, détruit de l'intérieur, indiquait les actions d'une des personnes dans le cockpit. Frapper les instruments est un comportement irrationnel, possible dans un état de panique, de désorientation ou de psychose. Peut-être que Jennifer ou Tom, plus probablement Jennifer, puisque c'était son sang, a commencé à frapper le tableau de bord à un moment donné. Le sang pouvait provenir de coupures aux mains causées par du verre brisé ou de blessures à la tête si la personne avait frappé le tableau de bord. La quantité de sang était faible, ce qui n'indiquait pas un saignement important, mais confirmait un contact physique avec le tableau de bord au moment où le sang coulait encore, c'est-à-dire que la personne était en vie. Qu'est-ce qui a pu pousser Jennifer à frapper les instruments? La panique en réalisant que le crash était inévitable? Une tentative d'éteindre quelque chose qui ne fonctionnait pas? Une désorientation due au manque d'oxygène en haute altitude? Un épisode psychotique? Les corps de Tom Reeves et Jennifer Holt n'ont pas été retrouvés dans l'avion ni aux alentours. L'équipe de recherche arrivée, après que les touristes aient signalé l'incident, a fouillé la vallée sur plusieurs kilomètres. Elle a vérifié s'ils avaient quitté l'avion pour tenter de trouver de l'aide ou d'atteindre la civilisation. Voyager à pied sur un tel terrain est super difficile. Le village le plus proche est à 370 km, à travers des montagnes, des rivières et la toundra. Sans équipement, sans carte ni GPS, si tout ça a été laissé dans l'avion, les chances de survie étaient minimes. Si l'avion s'est écrasé à l'automne 1993, les températures étaient inférieures à 0 degré Celsius et les journées étaient courtes. Même s'ils avaient survécu à l'atterrissage, la probabilité de parcourir une distance importante sans préparation était nulle. Des animaux sauvages auraient-ils pu les emporter? Les grizzlies et les loups sont capables de traîner un corps sur une distance considérable, mais généralement, il reste des traces, des vêtements éparpillés, des os, des signes d'alimentation. Rien de tout cela n'a été trouvé. L'enquête n'a pas permis de parvenir à une conclusion définitive. Problème technique et atterrissage d'urgence. L'avion a eu un problème. Tom a essayé de le poser dans la vallée et a réussi à le faire sans qu'il soit complètement détruit, ce qui est incroyable. Jennifer et Tom ont quitté l'avion, ont essayé de s'éloigner à pied et sont morts quelque part dans la nature. Mais ça n'explique pas pourquoi Tom n'a pas signalé le problème par radio, pourquoi il a changé de cap de 370 km, ni pourquoi le tableau de bord est cassé à l'intérieur. Incident psychologique. L'un d'eux, peut-être Tom, a eu un problème mental soudain, a changé de cap sans raison et a piloté l'avion dans une direction inconnue. Jennifer a essayé d'intervenir en frappant le tableau de bord pour tenter de faire quelque chose. L'avion a réussi à atterrir et les deux ont quitté l'avion dans un état de désorientation et sont morts. Mais les 25 ans d'expérience de Tom rendent peu probable une psychose soudaine sans signes avant-coureurs.
Interférence inconnue. Quelque chose qui ne rentre pas dans les catégories habituelles a affecté l'avion ou ses passagers, entraînant un changement de cap, un atterrissage bizarre, un tableau de bord cassé et la disparition des corps. Il n'y a aucune preuve pour cette version, mais les versions rationnelles n'expliquent mille pas non plus tous les faits. L'affaire a été classée avec la déclaration suivante. L'avion a été retrouvé, les circonstances de l'accident n'ont pas été établies, les corps du pilote et du garde forestier n'ont pas été retrouvés, et les deux sont présumés morts. L'avion a été partiellement démonté et envoyé pour examen technique, mais les résultats n'ont révélé aucun dysfonctionnement qui aurait pu causer l'accident. Les familles de Jennifer Holt et Tom Reeves se sont retrouvées sans corps, à enterrer et sans réponse. L'affaire est devenue l'une des plus mystérieuses de l'histoire de l'aviation en Alaska, une région où des dizaines d'avions disparaissent chaque année, mais dont les épaves sont généralement retrouvées et dont les événements peuvent être reconstitués. La vallée étroite à 3400 pieds d'altitude, où gisait l'avion entier, son panneau intérieur brisé et des taches de sang visibles, est devenu un autre endroit silencieux dans la vaste nature sauvage des Gates of the Arctic. Les touristes qui sont tombés par hasard sur l'épave ont signalé leur découverte et ont poursuivi leur chemin. L'avion n'est plus là, il a été enlevé. Mais la vallée est toujours là, et quelque part dans un rayon de 370 km autour des dernières de coordonnées, ou dans la vallée elle-même, se trouvent peut-être les corps de 2 personnes que l'Alaska a emportées et n'a jamais rendues. C'est tout, les amis. Si vous prévoyez un voyage en Alaska, écrivez-le dans les commentaires. Surtout si vous allez à Denali ou aux portes de l'Arctique. Et n'oubliez pas de préciser si vous y êtes déjà allé et comment vous avez passé votre temps. Y a-t-il eu quelque chose d'inexplicable ? Aimez cette publication si vous voulez plus de preuves documentaires sur le triangle de l'Alaska. Il y a encore des centaines de cas non résolus dont personne ne parle. Deux frères qui étaient les touristes ont disparu en septembre 1985 près du lac Yukon en Alaska. Ils n'ont jamais été retrouvés, malgré la plus grande opération de recherche de l'histoire de l'État. Les sauveteurs ont trouvé des empreintes massives d'une créature inconnue sur le lieu de la disparition et ont commencé à ressentir eux-mêmes des symptômes inexplicables, perte d'orientation, vertige et hallucinations auditives. L'affaire reste non résolue depuis 41 ans. Thomas et David Mackenzie étaient des randonneurs expérimentés, originaires de Seattle, dans l'État de Washington. Thomas avait 32 ans et travaillait comme ingénieur pour une entreprise spécialisée dans la construction de ponts. David, de 5 ans son cadet, enseignait la géographie et la biologie au lycée Capitol Hill. Tous deux partaient régulièrement pour des randonnées de plusieurs jours dans les montagnes Cascades et le long de la côte Pacifique. Au cours de leurs 10 années de voyages ensemble, ils avaient parcouru le Pacific Crest Trail, le John Muir Trail dans la Sierra Nevada et certaines sections de l'Appalachian Trail. Ils n'avaient jamais connu d'incident, de contretemps, ni eu besoin de faire appel au secours. En février 1985, les frères ont commencé à planifier un voyage en Alaska. Thomas a acheté des cartes topographiques de la région, des livres sur la faune de l'Alaska et des guides de survie pour les latitudes nordiques. David tenait un journal de préparation dans lequel il notait chaque étape, liste d'équipements, calculs alimentaires, itinéraires alternatifs en cas de mauvais temps. Ils ont étudié les rapports d'autres touristes, consulté des instructeurs de clubs de montagne et suivi un cours de secourisme en milieu sauvage. La préparation était parfaite.
En août, les frères ont acheté du nouveau matériel, une tente résistante à des températures allant jusqu'à moins 20 degrés Celsius, des sacs de couchage avec une isolation supplémentaire, un réchaud à gaz portable et des sacs alimentaires étanches. Thomas a acheté un émetteur satellite d'urgence qui en 1985 était une rareté et coûtait plus de $1000. Cet appareil pouvait envoyer un signal de détresse sur la fréquence du service de sauvetage aérien. Il n'a jamais été utilisé. Le 4 septembre, les frères ont pris l'avion de Seattle à Anchorage. Leurs parents les ont accompagnés à l'aéroport SeaTac. Leur mère, Margaret, se souvient avoir ressenti un vague sentiment de malaise, mais elle l'attribua à l'anxiété maternelle normale. Leur père, Robert, était calme. Ses fils avaient déjà fait des dizaines de randonnées et étaient jamais toujours revenus à l'heure et sans incident. Thomas promit d'appeler tous les 2 ou 3 jours depuis des zones peuplées disposant d'un réseau cellulaire. Leurs derniers mots, avant d'embarquer dans l'avion, furent « C'est typique. À dans 2 semaines. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. » À Anchorage, les frères passèrent la nuit dans un motel près de l'aéroport. La gérante, Linda Gray, se souvient d'eux, 2 grands gaillards avec des sacs à dos, polis, qui s'informaient des conditions météorologiques pour la semaine à venir et s'intéressaient aux itinéraires vers le parc national. Le matin du 5 septembre, ils quittèrent sur l'hôtel à 8h07. Le 6 septembre, les frères s'arrêtèrent au centre d'accueil du parc national de Wrangell-Saint-Elias. La garde forestière Catherine Morgan les a inscrits dans le registre des visiteurs. Elle se souvient avoir discuté avec eux. Thomas lui a posé des questions sur l'activité des ours à cette période de l'année, sur les sections difficiles de l'itinéraire et sur les endroits où ils pourraient se réapprovisionner en eau. Morgan leur a donné les recommandations habituelles: conserver la nourriture dans des conteneurs résistants aux ours, rester sur les sentiers balisés et, en cas de rencontre avec un ours, ne pas courir, mais reculer lentement. Les frères ont écouté attentivement et ont posé des questions pour clarifier certains points. Tout semblait indiquer qu'ils étaient des randonneurs expérimentés. Le 7 septembre, le premier appel à leurs parents est venu de Glen Allen. Thomas a parlé avec son père pendant environ 5 minutes. Robert a noté la conversation dans un carnet, une habitude qu'il avait prise dans le cadre de son travail et qui consistait à toujours enregistrer les conversations importantes. Thomas a rapporté que tout se passait comme prévu. Ils avaient vu un élan et 2 ours au loin, le temps était excellent et ils étaient d'affaires de bonne humeur. David a salué ses parents et leur a dit que le paysage était incroyable et qu'il leur montrerait certainement des photos. Ils ont convenu de rappeler le 10 depuis Chistona. À Glen Allen, les frères ont loué une Jeep à un habitant de la région, Frank Thompson. Thompson possédait une petite entreprise de location de voitures pour les touristes. Il se souvenait des frères car il lui avait posé de nombreuses questions sur les routes menant au lac Yukon. Thompson les avertit que la route était en mauvais état, non goudronnée, et qu'elle se transformait en bourbier après la pluie. Il leur recommanda de ne pas s'y rendre, mais de choisir l'itinéraire plus fréquenté menant au glacier Kennecott. Mais Thomas répondit qu'ils étaient intéressés par des endroits moins fréquentés où ils pourraient observer la faune sans la foule de touristes. Thompson haussa les épaules et leur donna la voiture contre une caution et un contrat signé. Les 8 et 9 septembre, les frères se rendirent en voiture au lac Yukon. L'itinéraire suivait une route de gravier le long de la rivière Copper, puis tournait vers le nord à travers un col de montagne. Le voyage dura 2 jours en raison du mauvais état de la route et des fréquents arrêts pour prendre des photos. Le propriétaire d'un café du village de Chitina, qu'ils traversèrent le 8, se souvenait de 2 jeunes hommes qui y avaient dîné vers 19h. Ils avaient commandé des steaks d'élan, des pommes de terre et du café.
Ils laissèrent un généreux pourboire et demandèrent à quelle distance se trouvait le lac Yukon. La propriétaire leur répondit qu'il fallait encore parcourir 80 kilomètres sur une route en mauvais état et qu'il valait pour le mieux passer la nuit dans le village et partir le lendemain matin. Les frères acceptèrent et louèrent une chambre dans le seul motel de la région. Le matin du 9 septembre, ils partirent tôt, vers 6 heures. La propriétaire du motel, Dorothy Hill, les vit charger leur sac à dos dans la voiture. Elle leur apporta un thermos de café, offert gratuitement aux clients. Les frères la remercièrent et David dit que c'était le meilleur motel dans lequel ils avaient séjourné en Alaska. Dorothy sourit et leur souhaita bonne chance. Ce fut la dernière fois que quelqu'un vit les frères vivants ou leur parla. Le 9 septembre, vers midi, ils rendirent la Jeep à Thompson, dans le village de Shistona. Thompson inspecta la voiture. Tout était en ordre, aucun dommage. Il leur demanda comment s'était passé leur voyage. Thomas répondit qu'ils étaient arrivés à bon port, que la région était magnifique et qu'ils continuaient à pied. Thompson acquiesça, leur rendit leur caution, et les frères prirent leur sac à dos dans le coffre et se dirigèrent vers le sentier menant au lac. Ce fut la dernière fois que leur localisation fut officiellement enregistrée. Comme les frères n'avaient toujours pas appelé le 14 septembre, Robert Mackenzie commença à appeler la police de l'Alaska. Le premier appel fut passé au bureau du shérif du comté de Valdez-Cordova. L'agent de service répondit que les adultes avaient le droit de ne pas donner de nouvelles pendant plusieurs jours, qu'ils avaient peut-être changé leur plan ou pris du retard, et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Robert insista sur le fait que ses fils appelaient toujours à l'heure et que cela ne leur ressemblait pas. L'agent prit note de sa déclaration, mais ne prit aucune mesure supplémentaire. Le 15 septembre, Robert a appelé directement le service des parcs nationaux. Le garde forestier Douglas Haynes a pris l'affaire plus au sérieux. Il a vérifié les registres d'inscription de toutes les stations du parc. Les frères s'étaient bien inscrits sur le 6, mais après cela, ils n'étaient enregistrés nulle part. Haynes savait que l'itinéraire vers le lac Yukon ne nécessitait pas d'inscription obligatoire, mais les randonneurs expérimentés informent généralement les gardes forestiers de leur projet. L'absence de telles informations était alarmante. Le 16 septembre, la première équipe de recherche a été organisée. 6 gardes forestiers, dirigés par Haynes, se sont rendus à Shistona, ont interrogé Thompson et ont confirmé la dernière position connue des frères. Thompson leur a indiqué la direction qu'ils avaient reprise. Un sentier de chasseurs non officiel le long de la rive est du lac Yukon. Ce sentier n'est pas indiqué sur les cartes touristiques, mais les habitants l'utilisent pour accéder au terrain de chasse. L'équipe de recherche est partie tôt le matin du 17 septembre. Le temps était clair, la température avoisinait les 10 degrés Celsius et le vent était faible. Des conditions idéales pour une recherche. Les gardes forestiers ont suivi le sentier, s'arrêtant régulièrement pour crier les noms des frères dans un mégaphone et attendre une réponse. Silence. Seul le bruit du vent dans les cimes des arbres et les cris lointains des corbeaux se faisaient entendre. À la fin de la première journée, le groupe avait parcouru environ 11 kilomètres. Il n'y avait aucun signe de présence humaine, pas de feu de camp, pas de déchets, pas de traces de nuitée. Au coucher du soleil, ils installèrent leur campement près d'un petit ruisseau. La nuit se passa tranquillement. Le lendemain matin, ils poursuivirent leurs recherches. Vers midi, le 18 septembre, des événements étranges ont commencé à se produire. Le groupe est entré dans une dense forêt d'épicéas à environ 8 km du lac. Le commandant du groupe, James, a ensuite fait un témoignage détaillé aux enquêteurs. Il a décrit comment ils ont d'abord entendu un cri lointain. Le son ressemblait à une voix humaine appelant à l'aide. Le cri était long, a duré plusieurs secondes, puis s'est estompé. 3 ou 4 minutes plus tard, il s'est répété.
Le groupe s'est immédiatement dirigé vers le son. Les gardes forestiers ont répondu en criant qu'ils venaient les aider. Mais les cris ont continué au même rythme, comme si la source du son ne pouvait pas entendre leur réponse. Collins a remarqué une particularité étrange. Il était impossible de déterminer exactement d'où venait le son. Il semblait provenir de tous les côtés à la fois. Le groupe s'est divisé en deux pour couvrir une plus grande zone. Un groupe s'est parti à gauche, l'autre à droite. Une demi-heure plus tard, les deux groupes émergèrent dans la même clairière, venant de côtés opposés. Les cris cessèrent. Il n'y avait personne dans la clairière. Le sol était recouvert de mousse, sans aucune empreinte. Les gardes forestiers restèrent là, se regardant les uns les autres, essayant de comprendre ce qui se passait. L'un des membres du groupe, Mark, pâlit soudainement et dit qu'il se sentait très étourdi. Il s'assit par terre, se tenant la tête. Collins s'approcha de lui et lui demanda ce qui n'allait pas. Jensen répondit que tout tournait, qu'il avait des bourdonnements dans les oreilles et qu'il avait la nausée. 1 minute plus tard, 2 autres gardes forestiers, Sarah et Brian, présentèrent les mêmes symptômes. Vers 14 heures, Collins tenta de contacter la base de Shistone par radio. La radio fonctionnait, mais la connexion était très mauvaise. La voix du répartiteur était coupée, déformée et se transformait parfois en un bruit incohérent. Collins a répété plusieurs fois sa position et sa situation, mais il n'était pas sûr d'être entendu à l'autre bout du fil. Le répartiteur a répondu, mais il était impossible de comprendre ce qu'il disait. 5 minutes plus tard, la connexion a été complètement coupée. Collins a sorti sa boussole pour vérifier la direction du chemin du retour. L'aiguille de la boussole se comportait de manière étrange. Elle ne pointait pas clairement vers le nord, mais tournait lentement, s'arrêtait, puis recommençait à bouger. Collins a tapoté le boîtier de la boussole, ce qui aide parfois lorsque l'aiguille est bloquée. Cela n'a eu aucun effet. Il a sorti une deuxième boussole de son kit de rechange. La même chose s'est produite. L'aiguille bougeait dans tous les sens, incapable de se stabiliser dans une direction. L'un des gardes forestiers suggéra qu'il y avait peut-être une anomalie magnétique dans la région. En Alaska, certaines zones présentent une forte concentration de minerais de fer dans la roche, ce qui affecte les relevés des boussoles. Mais ces anomalies sont généralement indiquées sur les cartes topographiques. La carte que Collins avait en main ne montrait aucune anomalie magnétique dans la région. Vers 2 heures du matin, Thompson et Wilson, qui étaient dormis de service, réveillèrent les autres. Ils avaient entendu un bruit étrange. Ce n'était ni un cri, ni un hurlement d'animal, mais plutôt un bourdonnement ou une vibration à basse fréquence. Le son était perceptible non seulement par les oreilles, mais aussi par tout le corps. La vibration se propageait à travers le sol et l'air. La fréquence était constante, semblable à celle d'un gros moteur diesel tournant au ralenti. Mais la source n'était pas visible. La forêt environnante était sombre et silencieuse. Seul ce bourdonnement se faisait entendre. Collins chronométra le bruit. Il dura 11 minutes, puis s'arrêta brusquement. Le silence était assourdissant après le bourdonnement. Le groupe ne dormit pas jusqu'à l'aube, tous assis autour du feu, à l'écoute. Il ne se passa rien d'autre. Le matin, Collins décida de poursuivre les recherches pendant une journée supplémentaire, puis de retourner à la base pour demander des renforts. Le 19 septembre, le premier indice sérieux fut trouvé près du lac. Les gardes forestiers atteignirent dans la rive du lac Yukon vers 10 heures du matin. La rive était rocheuse, envahie par endroits par des buissons bas. À 200 mètres du bord de l'eau, près d'un groupe de rochers, se trouvait un sac à dos. C'était un grand sac à dos de randonnée vert foncé, d'une capacité de 80 litres. James s'en approcha et l'examina. Le sac à dos était soigneusement posé sur le sol. Toutes les fermetures éclairs étaient fermées, le rabat était couvert et les sangles étaient serrées. James enfila des gants
et ouvrit le sac à dos. À l'intérieur se trouvaient donc des vêtements, un sac de couchage, un réchaud à gaz, une gamelle, des provisions dans des sacs hermétiques, une lampe de poche, un couteau, des cartes et des documents. James vérifia les documents. Un permis de conduire, au nom de Thomas, né le 16 mars 1953. La photo correspondait à la description de la personne disparue. Le sac à dos appartenait à l'un des frères. À une trentaine de mètres du premier sac à dos, ils en trouvèrent un deuxième. Il était exactement identique, vert foncé, spacieux, bien rangé et fermé par une fermeture éclair. À l'intérieur se trouvaient de l'équipement et les documents de David. Les deux sacs à dos étaient visibles l'un de l'autre, à une trentaine de mètres de distance. James remarqua quelque chose d'étrange. Les sacs à dos semblaient avoir été soigneusement placés là et non jetés dans la panique. Tout à l'intérieur était correctement rangé, rien n'était éparpillé, et il n'y avait aucun signe de précipitation ou de désordre. Habituellement, lorsque des personnes se trouvent dans une situation dangereuse et abandonnent leur équipement, cela se voit. Les sacs à dos sont couchés sur le côté, les affaires sont éparpillées et tout est en désordre. Ici, tout était différent. Le groupe a commencé à fouiller la zone en spirale à partir de l'endroit où les sacs à dos avaient été trouvés. Ils ont cherché des traces, des vêtements, d'autres objets, des signes de lutte ou d'attaque. Rien. Le sol est recouvert de mousse et de lichen et les traces ne restent pas sur une telle surface. Une heure plus tard, des chiens de recherche ont été amenés depuis le poste de garde forestier le plus proche. 2 bergers allemands sont dressés pour rechercher des personnes dans la nature sauvage. Les chiens ont repéré la piste à partir des sacs à dos et ont conduit les guides au cœur de la forêt, au nord du lac. Le groupe les a suivis. Les chiens ont marché d'un pas assuré pendant environ 1 kilomètre, puis se sont soudainement arrêtés. Le guide Robert a essayé de les encourager, leur donnant l'ordre de poursuivre les recherches. Les chiens ont gémi, se sont couchés par terre et ont refusé d'avancer. Ce comportement était inhabituel. Habituellement, les chiens travaillent jusqu'au bout, même s'ils sont fatigués ou si la piste est défaible. Mais ici, ils avaient clairement peur. Robert a essayé d'éloigner les chiens, de contourner cette zone et de reprendre la piste. Les chiens ont accepté de contourner la zone, mais lorsqu'ils se sont à nouveau approchés de la même partie de la forêt, ils se sont arrêtés et ont recommencé à gémir. Robert a dit à James qu'il n'avait jamais vu un tel comportement chez ses chiens auparavant. Le 20 septembre, des avions ont été dépêchés pour aider aux recherches. 2 hélicoptères de la Garde nationale d'Alaska ont commencé à survoler la zone. Le pilote du premier hélicoptère, le capitaine John, avait plus de 15 ans d'expérience dans le survol de la taïga alaskienne. Vers 11 heures, John remarqua quelque chose d'inhabituel sur un champ de neige à 2 miles du lac. L'hélicoptère descendit. John vit des traces dans la neige. Il contacta par radio l'équipe au sol et l'hélicoptère atterrit sur la zone plate la plus proche. Les gardes forestiers arrivèrent sur les lieux 20 minutes plus tard. Ce qu'ils virent était inexplicable. Il y avait des empreintes de pas humains nus dans la neige. La traînée d'empreintes menait du bord de la forêt à travers le champ de neige vers un affleurement rocheux. Chaque empreinte mesurait environ 45 cm de long et 20 cm de large. L'empreinte dans la neige avait environ 10 cm de profondeur. Le garde forestier Douglas, qui était arrivé avec des renforts, a pris des mesures et des photos. Il a déclaré qu'en 20 ans de travail en Alaska, il n'avait jamais vu d'empreintes humaines de cette taille. James a essayé d'estimer le poids de la créature qui avait laissé ses traces. D'après la profondeur de l'empreinte dans la neige, il a estimé son poids à plus de 150 kg. Mais la distance entre les traces, soit une foulée d'environ 1,20 m,
ne correspondait pas à la démarche d'une personne de ce poids. En général, une personne lourde fait des pas plus courts. Ici, la foulée était longue et assurée. Les traces se poursuivaient en chaîne sur environ 300 mètres, puis s'interrompaient au niveau d'un affleurement rocheux. Les gardes forestiers examinèrent dans le rocher. À environ 2 mètres au-dessus du sol, un morceau de tissu pendait du rocher. Le tissu était bleu, fait d'un matériau semblable au nylon, typique des vestes de randonnée. James retira le tissu et le mit dans un sac en plastique comme preuve. Le tissu était déchiré, mais la déchirure était étrange. Les bords n'étaient pas effilochés, mais relativement lisses, comme si le tissu avait éclaté sous l'effet d'une forte tension, plutôt que d'avoir été déchiré par les dents ou les griffes d'un animal. Il n'y avait pas de sang, de salive, ou d'autres traces de biologiques sur le tissu. Juste un morceau de veste déchiré. Le 21 septembre, l'équipe de recherche a été portée à 30 personnes. Des gardes forestiers des régions voisines, des volontaires de l'équipe de recherche et de sauvetage d'Anchorage et des militaires de la base de Fort Richardson sont arrivés. Ils se sont répartis en 6 groupes, chacun couvrant son propre secteur. Ce jour-là, ils ont fait une autre découverte étrange. À environ 2,5 km de l'endroit où les sacs à dos avaient été trouvés, ils ont trouvé une boussole. Il s'agissait d'une boussole touristique ordinaire dans un étui en plastique. Le verre était intact et l'étui n'était pas endommagé. Mais l'aiguille ne bougeait pas. Elle était figée dans une position, pointant strictement vers l'est. Le garde forestier a essayé de tourner la boussole, mais l'aiguille s'est restée immobile. C'était physiquement impossible. La boussole a été envoyée pour être examinée. Les experts ont ensuite confirmé que le mécanisme de la boussole fonctionnait correctement, mais que l'aiguille était démagnétisée. Elle avait perdu ses propriétés magnétiques et s'était transformée en un simple morceau de métal. La cause de la démagnétisation est inconnue. Cela se produit généralement lorsqu'elle est exposée à un champ magnétique puissant ou lorsqu'elle est chauffée à des températures élevées. Mais il n'y avait aucun signe de chauffage sur la boussole et on ne sait pas quelle source aurait pu créer un champ magnétique aussi puissant dans la taïga sauvage. Le 22 septembre, l'une des équipes d'ARP de recherche est retournée dans la zone forestière, où les gardes forestiers avaient été désorientés. L'équipe était composée de 8 personnes, dont le médecin Andrew. Vers midi, 3 membres du groupe ont simultanément commencé à ressentir des vertiges et des nausées. Andrew a immédiatement procédé à un examen. Tous 3 avaient une tension artérielle et un rythme cardiaque normaux. Leurs pupilles réagissaient normalement à la lumière. Leur température corporelle était normale. Il n'y avait aucun signe objectif de maladie. L'une des victimes, le garde forestier Peter, a déclaré qu'il entendait des chuchotements. Les autres n'entendaient rien. Andrew lui a demandé ce qu'il entendait exactement. Peter a répondu que quelqu'un l'appelait par son nom. La voix était faible mais distincte, comme si quelqu'un se tenait derrière lui et lui chuchotait directement à l'oreille. Le groupe a fait demi-tour. Dès qu'ils ont quitté cette partie de la forêt, à environ un demi-mile de là, les symptômes ont disparu chez les 3 hommes. Peter a cessé d'entendre les chuchotements et les vertiges ont disparu. Le chef du groupe a marqué les limites de la zone anormale sur la carte. Il s'agissait d'une partie de la forêt d'environ 2600 pieds sur 2000 pieds. Le 23 septembre, l'hélicoptère de John repéra d'étranges marques circulaires dans la neige à 3 km du lac. John signala par radio qu'il pouvait voir 3 ou 4 grandes empreintes circulaires dans la neige. L'hélicoptère ne pouvait pas atterrir à cet endroit à cause des arbres. Le groupe dut donc être déposé à la clairière la plus proche. Les gardes forestiers atteignirent le site à pied en 40 minutes. Ce qu'ils ont vu a choqué tout le monde. Il y avait 4 empreintes parfaitement rondes dans la neige.
Chacune mesurait environ 10 pieds de diamètre. La forme était presque parfaitement ronde, avec des bords nets. La neige à l'intérieur des empreintes était compressée jusqu'à atteindre la dureté de la glace. L'empreinte avait environ 12 pouces de profondeur. La distance entre les empreintes était comprise entre 33 et 50 pieds. Douglas a essayé de calculer la pression nécessaire pour créer de telles empreintes. D'après ses calculs, l'objet devait peser plusieurs tonnes. Les traces ne correspondaient à aucun animal connu. Un ours laisse des empreintes de pattes avec des griffes. Un élan laisse des sabots fendus. Ici, il s'agissait de cercles parfaits. Les empreintes ont été photographiées et mesurées, et des échantillons de neige compressés ont été prélevés. La neige a ensuite été analysée en laboratoire pour détecter la présence de contaminants chimiques, de radiation et d'autres impuretés inhabituelles. Rien n'a été trouvé. Il s'agissait de neige ordinaire, simplement compressée par une pression énorme. Le 25 septembre, Edward, un chasseur local, s'est présenté au bureau des gardes forestiers et a signalé qu'il avait peut-être vu les frères disparus. Ils chassaient près du lac Yukon le 9 ou le 10 septembre. Vers 4 heures de l'après-midi, il a remarqué 2 hommes sur la rive opposée du lac. La distance était grande, environ 1600 pieds, mais Edward regardait à travers des jumelles. Les hommes marchaient rapidement, presque en courant le long de la rive. Ils portaient tous deux des sacs à dos. Les détectives ont montré à Edward des photos de Thomas et David. Il les a regardées attentivement, mais n'a pas pu confirmer avec certitude. La distance était trop grande. Cependant, la description correspondait. Edward a indiqué sur la carte l'endroit où il avait vu les hommes. C'était à 4 kilomètres de l'endroit où les sacs à dos ont été retrouvés plus tard. Les détectives lui ont demandé s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans leur comportement. Edward a réfléchi un instant et a répondu qu'ils étaient effectivement très pressés. Ils ne marchaient pas seulement rapidement, ils couraient, et ils se retournaient plusieurs fois comme s'ils fuyaient en tant que quelqu'un. Il n'a pas vu qui ou quoi ils fuyaient, il n'y avait que la forêt derrière eux. Le 4 novembre, un touriste canadien nommé Jeffrey a trouvé un appareil photo alors qu'il se promenait dans les bois près du lac Yukon. L'appareil photo était posé sur le sol, partiellement recouvert de feuilles mortes. C'était un appareil photo argentique classique, un modèle Nikon. Il y avait une rayure sur le boîtier, mais dans l'ensemble, l'appareil photo semblait en état de marche. Jeffrey a remis sa trouvaille aux gardes forestiers. L'appareil photo a été ouvert en présence d'un détective. Il y avait une pellicule à l'intérieur. Elle a été développée en laboratoire. La pellicule contenait 26 photos. Les premières photos avaient clairement été prises au début du voyage. Des montagnes, une rivière, une route, une voiture. Les clichés du milieu montraient une forêt, un lac et une tente. Les frères s'étaient photographiés mutuellement avec ces paysages en arrière-plan. Sur la dernière photo, David se tenait à la lisière de la forêt, souriant à l'appareil photo. Il portait une veste bleue, de la même couleur que le morceau de tissu trouvé sur le rocher. Derrière lui, à l'arrière-plan, entre les arbres, on distinguait quelque chose de sombre, une tache floue. La photo a été envoyée pour être examinée, avec une demande d'amélioration de l'image et d'identification de la tache. Les experts ont travaillé sur la photo pendant 2 semaines. La résolution de la photo argentique était insuffisante pour permettre un agrandissement détaillé. Sur l'image finale améliorée, la tache était légèrement plus claire, mais il était impossible de dire ce qu'elle représentait. Certains experts ont déclaré qu'il s'agissait simplement de l'ombre d'un arbre. D'autres ont fait valoir que la forme ne ressemblait pas à une ombre. Elle était trop verticale, trop haute. Les parents ont examiné la photo de près. Leur mère, Margaret, a déclaré que l'expression de David sur la dernière photo semblait un peu tendue. Il souriait, mais ses yeux semblaient alertes.
Leur père, Robert, n'était pas d'accord, affirmant que son fils plissait simplement les yeux à cause du soleil. Au cours des mois qu'a duré l'enquête, de nombreuses théories ont été avancées pour expliquer la disparition des frères. La version officielle de la police de l'Alaska est que les frères se sont perdus dans la nature, ont été victimes d'hypothermie et sont morts. Les corps n'ont pas été retrouvés, car la zone est immense, la forêt dense et le terrain difficile à parcourir. Mais cette version n'expliquait pas de nombreux détails étranges. Pourquoi les sacs à dos ont-ils été soigneusement laissés sur place? Pourquoi les frères étaient-ils pieds nus, à en juger par les empreintes dans la neige? Pourquoi couraient-ils, comme l'a affirmé le chasseur Edward? Que sont ces empreintes massives et rondes dans la neige? Pourquoi les sauveteurs ont-ils été désorientés et ont-ils eu des hallucinations dans une certaine zone de la forêt? Pourquoi la boussole s'est-elle démagnétisée? Pourquoi les chiens ont-ils refusé de travailler? La théorie de l'attaque d'ours ne collait pas non plus. Une attaque d'ours laisse des traces caractéristiques, vêtements déchirés, sang, marques de griffes et de dents. Il n'y avait rien de tel ici. Certains chercheurs en paranormal ont suggéré que les frères avaient rencontré Bigfoot. Les empreintes géantes auraient bien pu être laissées de par cette créature. Les empreintes rondes dans la neige étaient plus difficiles à expliquer, mais les partisans de cette théorie ont déclaré qu'il s'agissait de traces laissées par un ovni qui avait emmené les frères. Le triangle de l'Alaska est connu pour ses fréquentes observations d'ovnis. Les parents n'ont pas abandonné. Robert et Margaret se sont envolés pour l'Alaska à la fin du mois d'octobre, alors que les recherches officielles avaient déjà été suspendues. Ils ont engagé une société privée de recherche et de sauvetage. 10 sauveteurs professionnels ont travaillé pendant 2 semaines supplémentaires, passant la région au peigne fin, sans résultat. Robert a offert une récompense de $10 000 pour toute information permettant de localiser ses fils. Plusieurs personnes ont appelé, mais les informations fournies se sont avérées inutiles. Au printemps 1986, lorsque la neige a fondu, les recherches ont repris. Un groupe de bénévoles a retracé l'ensemble de l'itinéraire. Ils ont trouvé quelques petits objets supplémentaires. Un morceau de corde, un bol en plastique, une tasse en métal. Ces objets pouvaient appartenir aux frères, mais aussi à d'autres touristes. L'été s'est écoulé sans résultat. À l'automne, les recherches ont finalement été abandonnées. La disparition des frères est devenue l'un des cas les plus célèbres du triangle de l'Alaska. L'affaire a été relatée dans des livres écrits par des chercheurs en paranormal et dans des documentaires sur les disparitions mystérieuses. L'auteur de livres sur le phénomène Missing 411 a mentionné cette affaire comme un exemple classique de disparition présentant des caractéristiques particulières, des touristes expérimentés, du beau temps, des circonstances étranges et aucune explication logique. Les habitants de la région continuent d'éviter la zone forestière où les sauveteurs ont perdu leurs repères. Les chasseurs appellent dans cet endroit la zone sans retour. Ils disent que des bruits étranges y sont parfois entendus, que des lumières sont visibles dans le ciel et que les gens perdent leurs repères, même avec un GPS. Robert est décédé en 2002 sans jamais avoir découvert ce qui était arrivé à ses fils. Margaret a vécu jusqu'en 2015. Jusqu'à ses derniers jours, elle a espéré que les frères étaient vivants, qu'ils avaient survécu d'une manière ou d'une autre et qu'ils reviendraient un jour. Avant sa mort, elle a demandé que ses cendres soient dispersées sur le lac Yukon, où Thomas et David ont été vus pour la dernière fois. L'affaire reste non résolue. La version officielle est qu'il s'agit d'un accident dans la nature sauvage. Les versions alternatives vont de la rencontre avec une créature inconnue à l'enlèvement par des forces extraterrestres. Personne ne connaît la vérité. Le triangle de l'Alaska garde ses secrets. C'est tout.
les amis. Écrivez vos opinions dans les commentaires et rendez-vous dans de nouvelles vidéos. Novembre 2022. Un chasseur qui s'y connaît part pour la réserve naturelle nationale de l'Arctique, un des coins les plus reculés et difficiles de l'Alaska. Il prévoit de revenir dans 5 jours. Mais on le retrouve 4 mois plus tard, à une centaine de kilomètres du camp, au sommet d'une colline, où il n'aurait jamais dû être. Ses fringues sont à l'envers. Ses 2 index ont disparu, amputés proprement, chirurgicalement. Les blessures sont cicatrisées depuis longtemps. Mais quand il est parti chasser, il avait tous ses doigts. Des traces de pas nus mènent de son campement intact au centre d'un lac gelé et s'arrêtent sur une couche de glace épaisse et intacte. 2 paires de bottes identiques sont retrouvées dans la tente. C'est une idée d'une histoire qui défie toute logique et qui n'a aucune explication. Bienvenue sur notre chaîne où on enquête sur des histoires inhabituelles de disparition. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de donner ton avis dans les commentaires. Carl Mortensen, 53 ans, vivait à Fairbanks, en Alaska. Il était chasseur et guide professionnel. Il avait 30 ans d'expérience dans la nature sauvage de l'Alaska. Il emmenait des touristes à la chasse, connaissait tous les recoins des territoires du Nord et savait survivre dans des conditions extrêmes. Ses collègues le décrivaient comme un homme prudent et méthodique qui ne prenait jamais de risques inutiles. Carl était marié et avait 2 enfants adultes. Sa famille était habituée à ses longues absences dans la nature sauvage. Le 2 novembre 2022, Carl a dit à sa femme Jennifer qu'il partait chasser le caribou dans la réserve naturelle nationale de l'Arctique. Il prévoyait de revenir le 7 novembre. C'était un voyage habituel pour lui. Il était déjà allé dans cette région des dizaines de fois. Carl a préparé son équipement. Une tente, un sac de couchage, un réchaud de camping, de la nourriture pour une semaine, un fusil Remington de calibre 300, des munitions, un GPS, un téléphone satellite, une trousse de premiers secours et des vêtements de rechange. Tout l'équipement habituel qui avait fait ses preuves. Le matin du 3 novembre, Carl a décollé de Fairbanks à bord d'un petit avion charter Cessna piloté par son pote Rick. Rick a déposé Carl dans la toundra à environ 3100 pieds d'altitude, dans une zone où les troupeaux de caribous migrent habituellement. Le temps était clair, avec une température d'environ moins 15 degrés Fahrenheit. Il faisait froid, mais c'était normal pour l'Alaska au début du mois de novembre. Rick a accepté de venir chercher Carl le 8 novembre au même endroit. Carl a fait un signe de la main lorsque l'avion a décollé. C'est la dernière fois que Carl a été vu vivant. Le 8 novembre, Rick s'est rendu au point de dépose. Carl n'était pas là. Rick a survolé la zone, essayant de repérer une tente ou tout autre signe de campement. Il n'a rien trouvé. Il a atterri, a parcouru la zone à pied et a appelé Carl. Silence. Rick a essayé de contacter Carl sur son téléphone satellite. Pas de réponse. Rick était retourné à Fairbanks et a tout de suite prévenu Jennifer et les autorités. Une opération de recherche et de sauvetage a commencé. Les Alaska State Troopers et des bénévoles de groupes locaux de recherche et de sauvetage ont organisé une recherche par hélicoptère. Le 9 novembre, un groupe de 6 personnes réparties dans 2 hélicoptères a commencé à ratisser la zone. Ils cherchaient des traces d'un campement, d'un feu, des empreintes, tout signe de présence humaine. Le campement a été trouvé le 10 novembre vers 10 heures du matin. Il était situé à environ 6 km à l'est du point de largage, dans une vallée entre de petites collines, près d'un lac gelé d'environ 1 km de diamètre. L'hélicoptère a atterri à proximité. L'équipe de recherche s'est approchée du campement. La scène était étrange à première vue.
La tente était bien montée, entièrement installée, avec l'entrée fermée par une fermeture éclair. À côté de la tente, il y avait un réchaud de camping avec une casserole contenant des restes de nourriture congelée. Le fusil de Karl était soigneusement appuyé contre un arbre, un épicéa de petite taille, l'un des rares de la région. Le fusil était chargé et la sécurité était enclenchée. La nourriture était suspendue dans un sac à une branche d'arbre, afin que les ours ne puissent pas l'atteindre, comme le veut la pratique habituelle. Le sac n'avait pas été touché. Le groupe a ouvert la tente. Tout était à sa place à l'intérieur. Le sac de couchage était déplié, comme si Karl avait dormi dedans et s'était levé. Ses bottes étaient mises et posées sur le sac de couchage. De lourdes bottes d'hiver, Sorel caribou marron, taille 45. À l'intérieur des bottes, des chaussettes étaient soigneusement pliées, des chaussettes épaisses en laine. C'était comme si Karl avait enlevé ses chaussures avant de s'endormir. Mais à côté d'elle, à l'entrée de la tente, se trouvait une deuxième paire de bottes, absolument identique. Sorel caribou, marron, taille 45, le même degré d'usure, éraflure sur les orteils, rayures sur les semelles, taches de boue. Les sauveteurs se regardèrent en perplexes. L'un d'eux, un pisteur expérimenté, nommé Jim, prit les deux paires et les compara soigneusement. Elles étaient absolument identiques. Pas seulement le même modèle, elles étaient identiques, avec les mêmes dommages, les mêmes traces d'utilisation. C'était comme si quelqu'un avait fait une copie exacte des chaussures de Karl. Jim fouilla le reste de la tente. Le sac à dos de Karl était dans un coin, contenant des vêtements, une trousse de premiers secours et un GPS. Jim alluma le GPS, mais la batterie était à plat. Le téléphone satellite était également hors service. Étrange, car Karl avait toujours des piles de rechange avec lui. Jim trouva des piles dans le sac à dos, mais elles étaient aussi à plat, toutes en même temps, comme si une sorte d'impulsion électromagnétique avait aspiré toute leur énergie. Jim sortit de la tente et commença à examiner les environs. La neige autour du camp était en grande partie intacte, le vent ayant effacé la plupart des traces. Mais à environ 6 mètres de la tente, Jim remarqua une série de traces, des empreintes de pieds nus. Les traces menaient vers l'est, en direction du lac. Jim appela le groupe. Ils ont suivi les traces. Les traces étaient armées claires, des empreintes de pieds nus dans la neige. La taille correspondait à celle de Karl, un grand pied, environ une pointure 45. Les traces allaient en ligne droite, sans zigzaguer ni s'arrêter. La foulée était régulière, environ 75 cm entre les empreintes. La personne marchait calmement, sans courir, pieds nus, dans la neige, à moins 15 degrés. Les traces menaient au lac. Le lac était complètement gelé, recouvert d'une épaisse couche de glace et de neige. Les traces sont masses et les traces continuaient sur la glace. Le groupe s'arrêta au bord du lac. Jim sortit ses jumelles et regarda devant lui. Les traces menaient tout droit au centre du lac. À environ 120 mètres du bord, elles s'arrêtaient. Elles s'arrêtaient tout simplement. Rien d'autre, juste de la neige immaculée. Le groupe traversa prudemment la glace en suivant les empreintes. La glace était dure et épaisse. Ils arrivèrent à l'endroit où les traces s'arrêtaient. C'était le milieu du lac. Jim s'accroupit et examina l'endroit. La dernière empreinte du pied gauche était claire et complète. Rien d'autre. Pas de traces de traînée, pas de signes de lutte, pas d'autres empreintes, pas d'animaux, pas de personnes, pas d'équipement. Juste la fin. Jim examina la glace sous ses pieds. Il vérifia l'épaisseur, 45 cm, complètement solide. Pas de fissure, pas de trou, aucun signe que quelqu'un soit tombé à travers la glace. Il tapota la glace. Un son sourd, une masse solide. Personne n'aurait pu tomber ici. Le groupe élargit ses recherches. Ils parcoururent tout le périmètre du lac et examinèrent la rive opposée. Aucun signe de quelqu'un sortant de l'eau,
aucune autre empreinte. Ils survolèrent puis la zone en hélicoptère et l'inspectèrent depuis les airs. Ils regardèrent dans toutes les directions depuis le lac, à la recherche de la suite des traces, de tout signe de Carl. Rien. C'était comme s'il avait disparu au milieu du lac. Les recherches se poursuivirent pendant 3 semaines. Ils élargirent le périmètre à 30 km du camp. Ils utilisèrent des caméras thermiques et cherchèrent depuis les airs et au sol. Ils interrogèrent les habitants des villages les plus proches, mais personne n'avait rien vu ni entendu. Ils ont vérifié tous les pavillons de chasse de la région, tous vides. Carl avait disparu. Le 1er décembre, les recherches officielles ont été interrompues. Il faisait trop froid et c'était trop dangereux de continuer à l'approche de l'hiver polaire. La température était tombée à moins 40 degrés et les heures de clarté étaient réduites à quelques heures. Les autorités ont classé l'affaire comme disparition, présumant que Carl était mort d'hypothermie. Mais les détails ne collaient pas avec cette version. La famille de Carl ne pouvait pas l'accepter. Jennifer a engagé une équipe de recherche privée, mais celle-ci n'a rien trouvé non plus pendant l'hiver. Ils ont décidé de reprendre les recherches au printemps, lorsque la neige fondrait et que la visibilité s'améliorerait. L'hiver s'est écoulé. Mars 2023. La neige a commencé à fondre. Un groupe de skieurs canadiens traversait la partie nord de la réserve naturelle nationale de l'Arctique. Ils suivaient un itinéraire du sud vers le nord, avec l'intention d'atteindre la côte de l'océan Arctique. Le 21 mars, le groupe de 4 personnes a gravi une petite colline à environ 1700 mètres d'altitude. Elle se trouvait à 100 km au nord du lac, où les traces de Carl s'étaient arrêtées. L'un des skieurs, un gars nommé Thomas, a été le premier à remarquer quelque chose d'étrange au sommet de la colline. Une tache sombre sur la neige. Le groupe s'est approché. C'était un corps humain. Il était en partie recouvert de neige, mais le haut du torse et la tête étaient visibles. Thomas a tout de suite appelé les secours avec son téléphone satellite. Les Alaska State Troopers sont arrivés en hélicoptère 2 heures plus tard. Ils étaient accompagnés d'un médecin légiste. Ils ont examiné le corps. C'était un homme blanc d'âge moyen, habillé avec des vêtements de chasse d'hiver. Les papiers dans la poche de sa veste ont permis de l'identifier comme étant Carl Mortensen, mais la scène était terriblement étrange. Carl était allongé sur le dos, les bras tendus, les jambes jointes. Il était dans une position détendue, comme s'il s'était simplement allongé et endormi. Il portait tous ses vêtements, des sous-vêtements thermiques, une veste en polaire, une parka d'hiver, un pantalon, des gants et un bonnet. Il avait des bottes aux pieds, mais ses vêtements étaient à l'envers. Sa veste était fermée dans le dos, la fermeture éclair descendant le long de sa colonne vertébrale plutôt que sur sa poitrine. Son pantalon était aussi à l'envers. Les poches qui auraient dû être à l'arrière se trouvaient en fait à l'avant. Ses limes et sous-vêtements thermiques étaient à l'envers. C'était comme si quelqu'un, ou Carl lui-même, avait délibérément tout enfilé à l'envers. La médecin légiste, le docteur Allison Clark, a commencé son examen sur place. Elle a retiré les gants des mains de Carl et s'est figée. Les 2 mains avaient perdu leur index. La main droite n'avait plus d'index. La main gauche n'avait plus d'index. Mais il ne s'agissait pas de blessures causées par le froid ou par des animaux. Les doigts avaient été amputés proprement, de manière régulière, comme avec un instrument chirurgical. L'incision était régulière au niveau de l'articulation centrale, et les blessures avaient cicatrisé depuis longtemps. La peau des moignons était lisse, les cicatrices anciennes et estompées. Cette cicatrisation avait dû prendre des semaines, voire des mois. Le docteur Clark se souvint du dossier médical de Carl, que sa famille se avait fourni pendant les recherches. Carl avait ses 10 doigts lorsqu'il était parti chasser.
Les photos le confirmaient. Mais maintenant, ses index avaient disparu et les blessures avaient cicatrisé depuis longtemps. Comment était-ce possible? Carl avait disparu depuis environ 4 mois. Si ses doigts avaient été amputés immédiatement après sa disparition, les blessures auraient dû être encore fraîches, rouges et peut-être infectées. Mais elles avaient fait cicatriser, comme si des années s'étaient découlées. Le corps a été transporté à Fairbanks pour une autopsie complète. Le docteur Clark a fait un examen détaillé. Les résultats étaient encore plus déroutants. La cause du décès était l'hypothermie, le gel. C'était prévisible, mais l'heure du décès ne collait pas avec la logique. D'après l'état des tissus et le processus de décomposition, Carl était mort il y a environ 2 à 3 semaines, c'est-à-dire fin février ou début mars. Mais il avait disparu début novembre. Où était-il pendant ces 4 mois? Il y avait d'autres anomalies. L'estomac de Carl était vide, mais pas complètement. Il contenait des restes de nourriture non digérée, quelque chose qui ressemblait à de la viande, des baies et des racines de plantes. Les analyses en laboratoire ont montré qu'il s'agissait de viande de caribou, de baies arctiques, mûres blanches et canneberges, et de racines d'origine inconnue. La nourriture avait été consommée environ 12 heures avant sa mort. Mais où Carl avait-il trouvé de la viande fraîche et des baies en février en Alaska? Les baies ne poussent pas en hiver, quand tout est recouvert de neige. Les caribous migrent vers le sud et sont presque absents de la région en hiver. Le docteur Clark a examiné les doigts amputés plus en détail. Elle a prélevé des échantillons de tissu et les a envoyés pour analyse histologique. Les résultats ont montré que l'amputation avait été pratiquée d'un seul coup avec un instrument propre et tranchant. Il n'y avait pas de bords irréguliers, ni de traces de sciage ou de coupe grossière, comme un scalpel ou un couteau très tranchant. Et surtout, l'amputation avait été faite sans aucun signe d'infection, et le processus de cicatrisation était parfait. C'était comme si l'opération avait été faite par un chirurgien expérimenté dans des conditions stériles. Autre bizarrerie, il n'y avait aucune gelure sur le corps de Carl. Aucune. Ni sur son visage, ni sur ses mains, ni sur ses pieds. Une personne qui a passé plusieurs mois dans l'Arctique en hiver, sans abri, devrait présenter de graves gelures. Mais la peau de Carl était relativement propre, ne montrant qu'un refroidissement général du corps dû à la mort par hypothermie. C'était comme s'il avait passé la plupart de son temps au chaud et ne s'était retrouvé dans le froid que peu avant sa mort. Les autorités ont demandé l'aide du FBI dans l'enquête. L'agent Mark Stevens, qui est spécialisé dans les disparitions bizarres, est arrivé à Fairbanks. Il a étudié tous les documents du dossier. Il s'est rendu sur le lieu du campement et à l'endroit où le corps a été retrouvé. Il a interrogé des témoins, la famille de Carl et ses collègues. Il a vérifié toutes les versions possibles. Théorie numéro 1, Carl a été kidnappé par quelqu'un. Mais qui? Il n'y a pas de population permanente dans la réserve naturelle nationale de l'Arctique. Les villages les plus proches sont à des centaines de kilomètres. Il n'y avait aucun signe de présence humaine dans la zone du camp. Aucune trace de voiture, de motoneige ou d'avion, à l'exception des équipes de recherche. Deuxième version, Carl était devenu fou, a lui-même retiré ses bottes, s'est lui-même amputé les doigts et a lui-même enfilé ses vêtements à l'envers. Mais comment a-t-il pu s'amputer les 2 index de manière propre et stérile sur le terrain? Et pourquoi les blessures ont-elles guéri en un temps aussi incroyablement court? Et où était-il pendant 4 mois? Version 3. Quelque chose d'inconnu. L'agent Stevens n'aimait pas l'admettre, mais après 30 ans au FBI, il avait rencontré des cas qui n'avaient aucune explication rationnelle. Il connaissait les dossiers Missing 411, une collection de disparitions étranges dans les parcs nationaux et les régions sauvages des États-Unis, compilée par l'ancien détective David Polides. Le cas de Carl correspondait à de nombreux schémas de ces dossiers.
Modèle numéro 1, une personne expérimentée dans la nature sauvage disparaît sans laisser de traces. Modèle numéro 2, les chaussures sont laissées sur le lieu de campement ou à proximité, et la personne part pieds nus sans pieds nus. Modèle numéro 3, les traces s'arrêtent dans des endroits impossibles. Modèle numéro 4, le corps était retrouvé loin du lieu de disparition, dans un endroit que la personne n'aurait pas pu atteindre à pied dans un délai raisonnable. Modèle numéro 5, détails étranges, vêtements à l'envers, partie d'or du corps manquante, anomalie temporelle. L'agent Stevens a écrit dans son rapport « Il n'y a pas d'explication rationnelle à cette affaire sur la base des données disponibles. Il était recommandé de la classer comme non résolue avec une note sur les circonstances anormales. L'affaire a été classée. Le corps de Carl a été rendu à sa famille. Il a été enterré à Fairbanks le 20 avril 2023. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 1 mois après les funérailles, Jennifer a reçu un colis par la poste. L'expéditeur était inconnu et il n'y avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait 2 objets. Le premier était une paire de bottes Sorel caribou marron, taille 45, avec des éraflures et des rayures, identiques à celles trouvées dans la tente de Carl. La 3e paire. Le 2e objet était un sac transparent scellé contenant 2 doigts humains, conservés dans du formol. Jennifer a tout de suite appelé la police. Le colis a été saisi et envoyé pour examen. L'analyse ADN des doigts a confirmé qu'ils appartenaient à Carl. Les bottes ont été vérifiées et se sont avérées identiques aux 2 paires trouvées dans la tente en termes d'usure, de saleté et de tous les détails. Mais d'où venait la 3e paire et qui avait envoyé le colis? La poste a suivi le colis. Il avait été envoyé depuis la petite ville de Bettles, en Alaska, à environ 160 km au sud de la réserve naturelle nationale de l'Arctique. Il avait été envoyé le 4 mai, sans adresse de retour et payé en espèces. Les caméras de la poste n'avaient bien filmé personne de suspect. Des dizaines de personnes étaient entrées ce jour-là. Impasse. Jennifer a engagé un détective privé, un ancien policier nommé Rob. Il a commencé sa propre enquête. Il s'est rendu à Bettles et a interrogé les habitants. Personne ne savait rien au sujet du colis. Rob s'est rendu à la réserve naturelle nationale de l'Arctique et a parcouru à pied le trajet entre le campement de Carl et l'endroit où le corps a été retrouvé. 62 miles à pied. Rob est un randonneur expérimenté et a parcouru cette distance en 4 jours. Mais Carl aurait dû marcher pieds nus, en hiver, sans nourriture. Impossible. Rob a examiné l'endroit sur la colline où le corps a été retrouvé. Rien de spécial, juste une colline ordinaire, recouverte de neige en hiver et de végétation de toundra en été. Pas de bâtiments, de grottes ou d'abris. Comment Carl s'est-il retrouvé ici? Rob est descendu au pied de la colline et a commencé à élargir ses recherches. À environ 800 mètres à l'ouest, il a trouvé quelque chose d'étrange. Un cercle sur le sol d'environ 9 mètres de diamètre où la végétation semblait brûlée et noircie. C'était comme si quelque chose de très chaud s'était tenu là, ou comme si quelque chose avait émis de l'énergie. Rob a prélevé des échantillons de sol et les a envoyés pour analyse. Les résultats ont montré des niveaux de radiation élevés, pas dangereux pour les humains, mais supérieurs à la normale. Il y avait aussi des traces d'un composé chimique inconnu que le laboratoire n'a pas pu identifier. Rob a pris des photos du cercle et noté ses coordonnées. Il est dit de retourner à Fairbanks et a remis les données aux autorités. Mais celles-ci n'étaient pas intéressées. Elles ont dit que les radiations pouvaient provenir de sources naturelles et que le cercle pouvait être dû à un incendie de forêt ou à la foudre. Rob n'était pas d'accord. Il a étudié les archives météorologiques. Il n'y avait pas eu de tempête dans la région au cours des 6 derniers mois. Il n'y avait pas eu non plus d'incendie de forêt.
Rob a contacté des ufologues et des chercheurs en paranormal. Il leur a montré le dossier. Beaucoup ont suggéré que Carl avait été enlevé par des extraterrestres ou avait rencontré un portail interdimensionnel. Ils ont souligné les signes classiques: disparition sans laisser de traces, perte de temps, changements physiques anormaux, mouvements impossibles et cercles étranges sur le sol. Rob était sceptique face à ces théories, mais il n'avait pas d'autre explication à proposer. Il a rédigé un rapport détaillé pour Jennifer. Conclusion: Carl a rencontré quelque chose qui dépasse notre compréhension. Peut-être a-t-il été enlevé par quelqu'un ou quelque chose, soumis à une expérience qui l'a transformé physiquement et l'a fait voyager dans le temps et l'espace. L'amputation de ses doigts pourrait faire partie de cette expérience, une sorte d'expérience, de rituel ou de marquage. Le retour de ses doigts dans un colis est un message indiquant que quelqu'un observe, sait et contrôle. Je ne peux pas donner d'explication rationnelle. Jennifer garde le colis dans un coffre-fort. Elle ne croit pas aux extraterrestres, mais elle ne sait pas quoi croire. Chaque nuit, elle pense à Carl. Où était-il pendant ces 4 mois? Que lui ont-ils fait? A-t-il souffert? Pourquoi l'ont-ils ramené sur la colline pour qu'il meure de froid? Et que signifie la note « Il reviendra quand le moment sera venu ». Carl est mort, enterré. Comment pourrait-il revenir? 3 ans ont passé. L'affaire n'est toujours pas résolue. Les autorités ne mènent aucune autre enquête. Mais des rumeurs se sont répandues parmi les chasseurs et les touristes en Alaska. Beaucoup évitent la réserve naturelle nationale de l'Arctique, surtout en hiver. Certains rapportent des observations étranges, des lumières dans le ciel, des bourdonnements, des cercles dans la neige, le sentiment d'être observé. La plupart considèrent qu'il s'agit d'affabulations ou d'hallucinations causées par la solitude et le froid. Mais il y a d'autres cas. La base de données de la police d'État de l'Alaska a enregistré 3 disparitions similaires dans la même région au cours des 20 dernières années. Des chasseurs expérimentés disparaissent sans laisser de traces. Leurs corps sont retrouvés des mois plus tard, loin du lieu de leur disparition, avec des détails bizarres, des parties du corps manquantes, des vêtements à l'envers, des mouvements impossibles. Personne n'a fait le lien entre ces cas et celui de Carl. Les sceptiques rejettent ces théories comme étant de la pseudoscience. Ils soulignent que la nature sauvage est dangereuse, que les gens font des erreurs, que le temps est imprévisible et que les animaux sont agressifs. La plupart des disparitions ont une explication rationnelle. Les gens se perdent, tombent, meurent baissent de froid, se noient ou sont dévorés par des ours. Les détails bizarres peuvent s'expliquer par les changements post-mortem des corps, les actions des animaux et les erreurs des témoins et des enquêteurs. Mais le cas de Carl est difficile à expliquer rationnellement. Il y a trop d'anomalies qui ne cadrent pas avec les processus naturels. 2 paires de bottes supplémentaires identiques, des empreintes de pas qui s'arrêtent mis sur une glace épaisse sans fissure, des doigts amputés avec des blessures cicatrisées en un temps incroyablement court, des vêtements à l'envers, un trajet de 62 miles sans laisser de traces, un cercle radioactif sur le sol, un paquet contenant des doigts et une note mystérieuse. La famille de Carl continue de chercher des réponses. Elle a créé un site web où elle publie tous les documents relatifs à l'affaire et demande aux témoins ou aux personnes ayant vécu des expériences similaires de la contacter. En 3 ans, elle a reçu plusieurs dizaines de messages. La plupart proviennent de personnes qui ont perdu des êtres chers dans la nature, dans des circonstances étranges. Certains proviennent de personnes qui affirment avoir rencontré quelque chose d'inexplicable dans les montagnes ou les forêts. Perte de temps, vision, rencontre avec des créatures qu'elles ne peuvent même décrire. L'affaire Carl Mortensen est officiellement classée. Mais pour sa famille, pour ceux qui étudient les disparitions anormales,
pour ceux qui croient que la vérité est là, elle reste ouverte. Des questions sans réponse, un mystère qui ne sera peut-être jamais résolu, et un avertissement à tous ceux qui s'aventurent dans la nature sauvage. Soyez prudents, soyez vigilants, et n'oubliez pas, parfois, ce que vous ne voyez pas peut vous voir.